Chapitre 9. Qui en voulait à Anne? Dès le premier coup d'œil, je vis que les deux hommes n'étaient pas d'accord. Melquette était rouge et visiblement agacée. L'inspecteur avait l'air maussade. « J'ai le regret de vous apprendre, commença Melquette, que l'endormi n'est pas du tout de mon avis sur le cas du jeune Reding. » « Si ce n'est pas lui, » fit l'inspecteur d'un ton sceptique. « Pourquoi serait-il venu affirmer qu'il est coupable? Allons, allons. » Mrs. Prothero n'a pourtant pas agi autrement. Rappelez-vous, l'endormi. Mais c'est tout différent. Voyons, c'est une femme, elle, et les femmes agissent toujours de façon stupide. D'ailleurs, je ne l'ai pas cru une seule minute. Elle a entendu dire que Laurence était accusée, et elle a inventé une histoire. Nous connaissons ce petit jeu-là. Non, vous ne pouvez vous imaginer à quel point les femmes sont déraisonnables. Mais pour Reding, c'est différent. Il a la tête trop solide, lui. Et s'il dit que c'est lui, eh bien, moi, je crois ce qu'il dit. C'est l'histoire du revolver qui vous embarrasse. Enfin, grâce à Mrs. Prothero, nous n'ignorons plus le mobile du crime. J'avoue que c'était notre point faible. Mais maintenant que nous savons, eh bien, tout marche comme sur des roulettes. Alors, vous croyez qu'il l'a tué plus tôt, à 6h30? Impossible. Vous avez donc établi son emploi du temps? L'inspecteur acquiesça. Il se trouvait encore dans le village, à 2 pas du sanglier bleu, à 6h10. C'est de là qu'il est venu à l'atelier, par le petit chemin où vous dites que la vieille dame d'à côté l'a aperçu. Entre parenthèses, rien ne lui échappe à celle-là. Ils sont ressortis juste après la demie de 6h et ont pris le chemin du village. C'est alors que le docteur Stone les a rencontrés. Il m'a confirmé tout cela, car je l'ai vu. Ils ont bavardé quelques instants en face du bureau de poste et Mrs. Prothero s'est rendue ensuite chez Miss Hartnell, à qui elle a emprunté une revue de jardinage. J'ai vérifié tous ces renseignements. J'ai vu Miss Hartnell. Mrs. Prothero est restée là jusqu'à 7h. C'est quand elle a entendu sonner l'heure qu'elle est rentrée chez elle. Je n'aurais jamais pensé qu'il fût si tard, a-t-elle dit en partant. Comment était-elle à ce moment-là? L'air le plus naturel du monde, et même enjouée, au dire de Miss Hartnell. Elle semblait d'excellente humeur et nullement préoccupée. Bon, continuez. Je reviens à Reading. Il a accompagné le docteur Stone jusqu'au sanglier bleu, où ils ont bu ensemble. Il a quitté l'auberge à 7h moins 20 et il a pris le chemin du presbytère par le village. Plusieurs personnes ont remarqué qu'il marchait à grands pas. Il n'a pas pris le sentier du bas, cette fois? Observa le colonel. Non, il est venu par l'entrée principale et il a demandé à voir le pasteur. On lui a dit que Prothero était là. Il était allé le rejoindre dans le bureau. Et il l'a tué de la façon dont il l'a raconté. Voilà comment les choses se sont passées. Ce n'est pas la peine de chercher midi à 14h. Melquette secoua la tête. Pourtant, il y a aussi le témoignage du docteur. Vous ne pouvez pas sortir de là. Prothero n'a pas été tué après 6h30. Oh, les médecins! Et l'inspecteur prit un air dédaigneux. Si vous croyez ce que racontent les médecins, ils vous arrachent toutes vos dents. Voilà à quoi ils sont bons par les temps qui courent. Et puis, quand c'est fini,
Ils s'aperçoivent que vous avez l'appendicite et ils s'excusent de s'être trompés. Ah, oui, les médecins. Voyons, l'endormi, voyons. Ce n'est pas une question de diagnostic. Edoc est absolument catégorique. Vous ne pouvez tout de même pas aller à l'encontre d'une évidence médicale. Un petit fait que j'avais oublié me revient à l'esprit. Je vais vous faire part d'une constatation qui peut avoir son intérêt, dis-je. Quand j'ai touché le corps, il était froid. Ça, je peux le jurer. Vous voyez bien, triompha Melquette. L'inspecteur se rendit de bonne grâce. Évidemment, évidemment. S'il en est ainsi, mais on avait là un cas tellement extraordinaire. On me dit que Mr. Redding était impatient d'être pendu. Rien que cela, déjà, ne me paraît pas très naturel, fit Melquette. Vous savez, des goûts et des couleurs. Depuis la guerre, beaucoup d'hommes sont revenus un peu drôles. Il ne nous reste plus qu'à reprendre l'affaire depuis le début. L'endormi se tourna de mon côté. Pourquoi, continua-t-il, n'avez-vous pas fait tout de suite ce que vous deviez faire? Il fallait me prévenir que cette pendule. Au lieu de cela, vous me laissez m'engager sur une fausse piste. Vous avez gêné la marche de l'enquête. J'étais stupéfait. Mais j'ai essayé, à 3 reprises, de vous mettre au courant. Et chaque fois, vous m'avez coupé la parole. Vous avez refusé de m'entendre. Oui, on dit ça. Mais si vous en aviez vraiment eu l'intention, vous auriez bien trouvé l'occasion de me renseigner. La pendule et la note, tout ça cadrait merveilleusement. Et voilà qu'à présent, si on vous écoute, cette pendule n'était pas à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi l'avez-vous avancée d'un quart d'heure? Dans le but d'être toujours à l'heure, tout simplement. L'endormi ricana. Je ne pense pas qu'il soit utile d'insister sur ce point, dit-il avec son tact habituel. Ce qu'il nous faut savoir maintenant, c'est la version exacte de Mrs. Prothero et de celle de Redding. J'ai téléphoné à Edoc pour lui demander de venir ici avec Mrs. Prothero. Ils seront là dans un quart d'heure. On pourrait peut-être amener d'abord Redding. Je vais appeler le commissariat. Il décrocha l'appareil et prononça quelques paroles. Maintenant, dit-il en remettant l'écouteur, nous allons nous mettre au travail dans cette pièce. Il me regarda. Vous désirez peut-être que je me retire? Fis-je. Aussitôt, il m'ouvrit la porte. Mais Melquette s'écria. Dites, pasteur, vous reviendrez quand Redding sera là. Vous êtes de ses amis. Sans doute aurez-vous assez d'influence sur lui pour lui faire dire enfin la vérité. Je trouvai ma femme en tête-à-tête avec Miss Marple. Nous envisageons toutes sortes d'hypothèses, dit Griselda. Je voudrais bien que vous puissiez résoudre cette énigme aussi facilement que vous l'avez fait jadis pour le bocal de crevettes qui avait disparu de chez Miss Wetherby. Vous vous souvenez, Miss Marple? C'est une histoire de sac de charbon
qui n'avait rien à voir avec la première, qui vous a mis sur la bonne voie. Vous plaisantez, chère Griselda. N'empêche que c'est un excellent moyen d'arriver à la vérité. C'est ce qu'on appelle l'intuition, dont on parle tant. C'est comme si on lisait un mot sans avoir besoin de l'épeler. Un enfant ne peut y parvenir car il n'a pas assez d'expérience. Les grandes personnes, elles, reconnaissent le mot d'avance, si l'on peut dire, car elles l'ont déjà vu plusieurs fois. Vous voyez ce que je veux dire, pasteur? Oui, il me semble que j'ai à peu près compris. Vous voulez dire que si une chose vous en rappelle une autre, eh bien, c'est qu'il s'agit du même genre de chose. Exactement. Et que vous rappelle l'assassinat de Prothero? Miss Marple soupira. Voilà où commence la difficulté. Tant de comparaisons me viennent à l'esprit. Tenez, par exemple, le cas du Major Hargrave, un marguillier, lui aussi, un homme très considérable à tous les points de vue. Cela ne l'empêchait pas, et depuis longtemps encore, d'entretenir un second ménage, et avec une ancienne bonne. 5 enfants par là-dessus, oui, 5 enfants. Quel coup ce fut pour sa femme et sa fille. J'essayais de me représenter le colonel Prothero dans le rôle d'un pêcheur secret, mais j'avoue que je ne pus y parvenir. Et cette histoire de blanchisserie, reprit Miss Marple, vous ne vous rappelez pas? Miss Hartnell avait oublié une broche en opale sur un corsage qu'elle donnait à blanchir. Or, la femme qui trouva cette broche ne savait qu'en faire et n'était pas une voleuse. Elle la cacha pourtant chez une de ses voisines et elle a dénoncé celle-ci à la police. La haine, voyez-vous, la haine. Naturellement, il y avait un homme là-dessous, car il y a toujours un homme. Je dois dire que je ne vis pas la moindre rapport entre cette histoire et l'affaire Prothero. Miss Marple continuait d'une voix presque immatérielle. Je pense encore à la fille de cette pauvre Eldwell, une jolie fille, on eût dit un ange, qui essaya d'étouffer son petit frère. Et cet organiste, c'était avant vous, pasteur, qui vola l'argent des enfants de chœur. Sa femme avait partout des dettes. Oui, cette histoire fait penser à tant de choses, à tant de choses. Ah, ce n'est pas facile de découvrir la vérité. Je voudrais bien, dis-je à mon tour, que vous me nommiez les 7 personnes que vous soupçonnez. Je soupçonne 7 personnes? Oui, vous avez dit que vous pouviez compter jusqu'à 7 personnes qui seraient capables de se réjouir de la mort du colonel. J'ai dit cela? Ah, oui, en effet. Alors, c'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai. Seulement, on ne doit pas citer les noms. Vous pouvez les trouver vous-même, très facilement. Allez. Non, cela est impossible. Ou alors, il faudrait penser à Létice Prothero, puisqu'elle va hériter. Mais c'est trop absurde. Elle, faire une chose pareille. Et, à part elle, je ne vois personne. Et vous, cher ami?
dit Miss Marple en se tournant vers Griselda. À ma plus grande surprise, Griselda rougit. Quelque chose qui ressemblait fort à des larmes passa dans ses yeux. Elle pétrissait nerveusement ses 2 petites mains. « Ah !» s'écria-t-elle avec indignation. « Les gens sont odieux, odieux, vous dis-je. Tout ce qu'ils racontent, toutes ces horribles choses. » Je la regardais avec curiosité. C'est si peu dans la manière de Griselda d'être à ce point bouleversée. Elle vit que je l'observais et essaya de sourire. « Ne me regardez pas, Laine, comme si j'étais un phénomène intéressant. Ne nous échauffons pas, ne nous laissons pas détourner du but à atteindre. Je ne crois pas Anne coupable, ni Laurence non plus. Quant à Létice, elle est tout à fait hors de cause. Mais il doit bien y avoir quelque part un indice, si petit soit-il, qui nous mettra sur la trace. » « Il y a la lettre, d'abord, » dit Miss Marple. « Je vous le disais ce matin, cette lettre ne me dit rien qui vaille. » Ce mot fixe, en effet, d'une façon bien précise l'heure de la mort, dis-je. Pourtant, si l'on réfléchit, est-ce possible ? Mrs. Prothero aurait été à peine sortie du bureau. Elle n'aurait pas même eu le temps d'aller jusqu'à l'atelier. À mon avis, il aurait consulté sa montre à lui. Et cette montre était en retard. Cette solution n'est pas impossible, après tout. « J'ai une autre idée, » fit Griselda. « Supposez, Laine, que la pendule ait déjà été retardée. Non, cela revient au même. Je suis sotte. » Elle n'avait pas été retardée lorsque je suis partie. Je me rappelle fort bien avoir regardé ma montre en même temps. D'ailleurs, comme vous le dites, cela ne signifie rien. « Et vous, Miss Marple, qu'en pensez-vous » demanda ma femme. La vieille dame hocha la tête. « Moi, je dois d'abord vous dire que je n'envisagerai pas la chose du même point de vue. Ce qui me frappe le plus, et cela depuis le début, c'est le contenu même de cette lettre. Je ne comprends pas bien, dis-je. Le colonel Prothero a écrit seulement qu'il ne pouvait pas attendre plus longtemps. Et ceci que vous oubliez, reprit Miss Marple, 6h20. Or, votre bonne l'avait prévenu que vous ne pouviez pas être rentré avant 6h30, et il avait, en somme, décidé de vous attendre. Et alors, à 6h20, il se serait installé à votre bureau pour vous écrire qu'il ne pouvait attendre davantage. Je fixais la vieille dame. Je sentais mon respect augmenter pour ses facultés logiques. Sa perspicacité venait de découvrir ce qui nous avait échappé à tous. C'était bizarre, très bizarre. Si seulement, dis-je, la lettre n'avait pas mentionné d'heure. Bien sûr, fit-elle comme un écho, si elle n'avait pas mentionné d'heure. Je revoyais en esprit cette feuille de calepin et son griffonnage illisible avec, en haut, 6h20, écrit avec une grande netteté. Ces chiffres ne ressemblaient pas du tout au caractère du reste de la lettre.
Admettons, continuai-je, que le mot n'ait pas indiqué l'heure. Et supposons encore que, vers 6h30, le colonel, s'impatientant, se soit assis au bureau pour écrire qu'il ne pouvait attendre plus longtemps. Alors, pendant qu'il était en train d'écrire, quelqu'un entre par la fenêtre ou par la porte, coupa Griselda. Il aurait entendu la porte s'ouvrir et se serait retourné. Mais souvenez-vous que Prothero était un peu sourd, fit Miss Marple. C'est vrai. Il aurait pu ne pas entendre, en effet. Quelle que soit la façon dont le meurtrier est entré, il a fallu qu'il parvienne à se faufiler derrière le colonel pour le tuer. Puis, il a écrit 6h20 en haut de la lettre de sa victime et a placé les aiguilles de la pendule sur 6h22. C'était une idée ingénieuse. Cela lui procurait, du moins, il le croyait, un alibi parfait. « Est-ce que nous devons chercher ?» dit Griselda. « C'est la personne qui pourra fournir un bon alibi pour 6h20, mais qui n'en aura pas pour... Mais tout cela n'est pas si facile. Comment fixer une heure exacte ? On peut tout de même la fixer dans des limites très précises, dis-je. Et Doc prétend que l'on peut aller au-delà de 6h30. Mettons 6h35 pour la raison qui vient d'être exposée, à savoir que Prothero n'avait aucun motif de s'impatienter avant 6h30. Sur ce terrain, il me semble que nous sommes assez solides. Mais et ce coup que j'ai entendu, fit Miss Marple. Enfin, c'est possible. Dire que ça n'a pas donné l'éveil, c'est tout de même vexant. Et pourtant, maintenant que je me rappelle mes souvenirs, il me semble que ce coup ne ressemblait pas à ce qu'on entend d'habitude. Oui, il devait y avoir une différence. Était-il plus fort ? Demandai-je. Non. Miss Marple ne croyait pas que cette détonation ait été particulièrement violente. Il lui fut, du reste, difficile de préciser en quoi elle se différenciait des autres. Elle n'en maintient pas moins son opinion. Elle devait essayer de se persuader elle-même. Ce sont des choses qui arrivent. Pourtant, j'étais plein de respect à son égard. Ne nous avait-elle pas permis d'envisager le problème d'une façon nouvelle ? Elle se leva en assurant qu'elle était dans l'obligation de rentrer. Elle n'avait pas pu résister à l'envie de venir bavarder avec cette chère Griselda. Je l'accompagnai jusqu'à la porte de derrière. Quand je rentrai, Griselda paraissait absorbée dans ses méditations. « C'est cette lettre qui vous tourmente ?» dis-je. « Non. » Elle frissonna et haussa les épaules avec quelque impatience. « Laine, dit-elle. Je pense que quelqu'un doit nourrir contre Anne Prothero une haine terrible. » De la haine ? Oui, vous ne comprenez donc pas. Contre Laurence, il n'y a aucune preuve. Les soupçons qu'on a pu avoir proviennent de ce qui lui a eu l'idée de venir ici. Sans cela, on n'aurait jamais pensé à le mêler à cette affaire. Mais pour Anne, c'est bien différent. Supposez un instant que quelqu'un ait su qu'elle se trouvait au presbytère à 6h20.
l'heure de la lettre et l'heure de la pendule. Tout de suite, les soupçons devaient peser sur elle. C'était fatal. À mon avis, on n'a pas arrêté la pendule dans le seul but de se créer un alibi. On voulait compromettre Anne. Si Miss Marple ne s'était pas trouvée là pour affirmer qu'elle ne portait pas de revolver et pour témoigner qu'elle s'était rendue pour ainsi dire directement à l'atelier, oui, si ce témoignage ne s'était pas produit, elle frissonna toute. Laine, j'ai l'impression que quelqu'un haïssait Anne Prothero, la haïssait terriblement, et cela m'intrigue. Chapitre 12 où l'histoire se complique. Lorsque Laurence fut arrivée, on me demanda à l'atelier. Je lui trouvai l'air hagard et méfiant. Melquette l'accueillit pourtant avec beaucoup de cordialité. Nous vous avons fait venir sur les lieux pour vous poser quelques questions. Laurence eut un léger ricanement. La reconstitution du crime, dit-il. Ah, c'est une idée bien française. Mon cher garçon, fit Melquette, ne prenez pas ce ton vis-à-vis de nous. Croyez-moi, vous en trouverez bien. Répondez plutôt à mes questions. Savez-vous que quelqu'un s'est accusé d'avoir commis le meurtre dont vous vous prétendez coupable vous-même ? Ces paroles produisirent sur Laurence un effet immédiat et pénible. Quelqu'un ? bégaya-t-il. Qui ? Mais qui donc ? Mrs. Prothero, articula Melquette en le fixant dans les yeux. Mais c'est absurde. Ah, elle n'a pas fait cela. Elle en est incapable. Non, c'est impossible. En tout cas, et aussi surprenant que cela puisse paraître, nous n'avons pas cru son histoire. Pas plus d'ailleurs, je puis bien vous le dire, que nous ne croyons la vôtre. Le docteur Haydock est formel. Le crime n'a pas pu être commis à l'heure que vous avez indiquée. Le docteur Haydock a dit cela ? Oui. Aussi, voyez-vous, que cela vous plaise ou non, vous êtes hors de cause. Nous ne désirons plus qu'une chose, c'est que vous nous aidiez et que vous nous disiez exactement ce qui s'est passé. Laurence eut encore une hésitation. Vous ne me trompez pas à propos de Mrs. Prothero. C'est bien vrai que vous ne la soupçonnez pas. Je vous en donne ma parole d'honneur, dit le colonel. Laurence poussa un long soupir. J'ai agi comme un fou, finit-il par dire, comme un vrai fou. Comment ai-je pu croire une seule minute que c'était elle qui avait pu faire ça ? Ne pourriez-vous pas vous expliquer un peu là-dessus ? En effet, suggéra le chef de la police. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai rencontré Mrs. Prothero cet après-midi. Il s'arrêta. Oui, oui, nous savons tout cela, dit Melquette. Vous ne croyez tout de même pas que vos sentiments pour Mrs. Prothero et les siens, pour vous, aient pu demeurer secrets. Tout le monde les connaissait. On en parlait partout. Et maintenant, vous avez raison, colonel. Je continue. J'avais promis au pasteur, ici présent, de m'en aller, de partir définitivement.
J'ai donc vu Mrs. Prothero ce soir-là à 6h15. Je lui ai fait part de ma décision. Elle l'approuva. C'était, disait-elle, la seule solution convenable. C'est dans ces conditions que nous nous sommes dit adieu. Nous sommes sortis de l'atelier et, presque aussitôt, le docteur Stone nous a rejoints. Anne fit tout son possible pour paraître calme. Moi, je n'ai pu parvenir. J'ai accompagné Stone au Sanglier Bleu où nous avons pris une consommation. Puis je décidai de rentrer chez moi, mais en arrivant au coin de la rue, je changeai d'avis. L'idée m'était venue d'aller voir le pasteur. J'avais besoin de me confier à quelqu'un ce qui venait de se passer. En arrivant au presbytère, la bonne me dit que Mr. Clément était sorti, mais qu'il serait bientôt de retour et que le colonel l'attendait déjà dans le bureau. Je n'ai pas voulu partir immédiatement. J'aurais paru vouloir l'éviter. J'ai donc dit que j'attendrais, et je suis entrée dans le bureau. Il s'arrêta. « Et alors ?» interrogea Melquette. Prothero était assis devant le bureau, exactement dans la position où vous l'avez trouvé. J'allais vers lui, je le touchais, il était mort. Mes yeux se portèrent alors sur le plancher et je vis, à ses côtés, un revolver. Je le ramassai, c'était mon revolver. Cela m'a donné un grand coup. Mon revolver! Tout de suite, une idée s'empara de mon esprit. Anne avait dû, un jour ou l'autre, emporter mon revolver dans l'intention de s'en servir contre elle-même lorsque la vie lui serait devenue absolument insupportable. Oui, ce devait être cela. Et sans doute l'avait-elle pris avec elle aujourd'hui et était-elle revenue par ici après que nous nous étions quittés, dans le village. Mais j'ai été fou d'imaginer une chose aussi horrible. Enfin, je dois le dire, puisque je l'ai pensé. Ensuite, j'ai glissé le revolver dans ma poche et je me suis enfui. À la grille, j'ai rencontré le pasteur. Il me parla amicalement et tout naturellement de Prothero. J'éprouvais une envie de rire irrésistible. Ce brave pasteur, il était si calme et si naturel, alors que j'étais tellement bouleversée. Je lui ai créé quelque chose de parfaitement idiot et j'ai vu son visage changer d'expression. J'avais à peu près perdu la tête. Je marchais. Enfin, je n'y puis tenir plus longtemps, car si Anne avait commis cette action épouvantable, c'est moi qui en étais responsable, au moins moralement. C'est dans ces conditions que je me suis constitué prisonnier. Laurence avait terminé sa confession. Il se fit un grand silence. C'est Melquette qui le rompit pour dire d'une voix brève. Je voudrais vous poser une ou deux questions, tout simplement. Celle-ci, d'abord. Avez-vous touché le corps? L'avez-vous changé de place? Non, je n'ai rien touché. Il était visible qu'il était mort. N'avez-vous pas remarqué sur le buvard un papier à moitié caché par le corps? Non. Vous n'avez pas touché à la pendule? Pas du tout. Je me rappelle avoir vu une pendule renversée sur la table, mais, encore une fois, je n'ai touché à rien. Et votre revolver? Quand l'aviez-vous vu pour la dernière fois?
Laurence réfléchit. C'est un souvenir bien difficile à préciser, dit-il. Où le mettiez-vous? Avec un tas de bibelots sur une des étagères de la bibliothèque, dans mon salon. Vous le laissiez ainsi, négligemment? Oui. À vous dire vrai, je n'y pensais même pas. Il était là, un point, c'est tout. En sorte que, si quelqu'un entrait chez vous, il pouvait le voir. Absolument. Et vous ne vous rappelez pas à quelle date vous l'avez vu pour la dernière fois? Laurence fronça les sourcils dans un effort évident pour se souvenir. Je suis à peu près certain qu'il était encore à sa place avant-hier. Je me souviens l'avoir dérangé pour prendre une vieille pipe. Je crois bien que c'était avant-hier, mais c'est peut-être le jour d'avant. Qui a pénétré dans votre salon ces jours-ci? Ah, des tas de gens? Il y a toujours quelqu'un chez moi. Avant-hier même, j'ai donné une espèce de tea party. Il y avait là Létis Protero, Denis et toute leur bande. De temps en temps aussi, je reçois la visite d'une de ces vieilles dames. Quand vous sortez, fermez-vous votre habitation à clé? Non. Pourquoi la fermerais-je à clé? Il n'a rien à voler chez moi. Personne n'a l'habitude de verrouiller sa porte, par ici. Qui s'occupe de votre ménage? Une vieille bonne femme, la mère Archer. Croyez-vous qu'elle puisse se rappeler quelque chose au sujet du revolver? Je n'en sais rien. Peut-être. Mais je ne crois pas que son point faible soit d'aimer épousseter. Alors, en somme, n'importe qui a pu prendre votre revolver. C'est tout à fait mon avis. Sur ces mots, la porte s'ouvrit pour laisser passage au docteur Haydock et à Anne Prothero. Anne parut extrêmement surprise de voir Laurence. Lui fit un pas vers elle. « Pardon, Anne, dit-il. Pardon. C'est abominable que j'aie pu imaginer une chose pareille. Elle hésita, puis jeta vers Melquette un regard suppliant. Est-il possible que ce que m'a dit le docteur Haydock soit vrai? Que Mr. Redding soit hors de cause? Oui, c'est la vérité même. Et, maintenant, arrivons à l'histoire que vous nous avez racontée. Madame Prothero, parlez. Elle eut un pauvre sourire plein de confusion. Vous devez trouver cela horrible. Horrible? Oui. Ou stupide. Mais c'est fini. Ce qui nous importe à présent est uniquement, Madame Prothero, c'est la vérité, toute la vérité. Elle approuva d'un air grave. Je vais vous la dire. Je suppose que vous savez déjà tout. Vous ne vous trompez pas. Eh bien, voilà. J'avais rendez-vous avec Laurence, je veux dire avec Mr. Redding, vers 6h15 à l'atelier. Mon mari et moi, nous sommes venus en voiture au village. J'avais quelques achats à faire. Lorsque nous nous sommes quittés, il m'a dit qu'il allait chez le pasteur. Je ne pouvais pas prévenir Laurence, et cela me contrariait. Ce rendez-vous dans le jardin du presbytère, alors que mon mari se trouvait dans la maison, enfin, vous comprenez. Elle rougit un peu,
Ses aveux n'avaient rien d'agréable. Elle continua. Je pensais que peut-être mon mari ne resterait pas très longtemps. Pour m'en assurer, je suis venue par le petit chemin de derrière, à travers le jardin. Je croyais n'avoir été vue de personne, mais, naturellement, j'avais compté sans Miss Marple. Elle m'arrêta et nous avons échangé quelques paroles. Je lui dis que j'allais chercher mon mari. Il fallait bien que je dise quelque chose. Je ne sais pas si elle a été très persuadée. Elle avait plutôt l'air sceptique. Je me suis alors dirigée vers le bureau du presbytère. Je marchais très doucement, espérant surprendre le bruit d'une conversation. Mais je n'entendis rien, à mon grand étonnement. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur et je vis que la pièce était vide. Je me suis alors dépêchée de gagner l'atelier pour rejoindre Laurence. « Vous prétendez que la pièce était vide ?» demanda Melquette. « Oui, mon mari n'y était pas. »« C'est extraordinaire. » « Vous voulez dire, madame, que vous ne l'avez pas vu ?» intervint l'inspecteur. « C'est cela, je ne l'ai pas vu. » L'endormi murmura quelques mots à l'oreille du colonel qui secoua la tête. « Madame Prothero, reprit Melquette, vous plairait-il de nous faire voir exactement ce que vous avez fait ? » Mais très volontiers. Elle se leva. L'endormie ouvrit la fenêtre et elle sortit sur la terrasse. Elle longea la maison sur la gauche. Sur un ton de commandement, l'inspecteur me pria d'aller m'asseoir au bureau. Cela m'était assez désagréable et j'en éprouvais quelques ennuis. Mais, naturellement, je m'inclinai. J'entendis bientôt au dehors des pas qui s'arrêtèrent un instant, puis s'éloignèrent. L'inspecteur me dit que je pouvais retourner à ma place. Et Mrs. Prothero rentra, toujours par la porte-fenêtre. « C'était bien cela ?» demanda Melquette. « Il me semble que oui. »« Pouvez-vous nous indiquer, à présent, madame, la place qu'occupait le pasteur dans la pièce lorsque vous avez regardé à l'intérieur tout à l'heure ?» C'était l'inspecteur qui avait posé cette question. « Le pasteur ? Non, je ne peux pas vous répondre car je ne l'ai pas vu. » L'endormi hocha la tête. « Voilà pourquoi vous n'avez pas vu votre mari. Il était dans le coin, assis devant le bureau. »« Oh !» Elle s'arrêta. Ses yeux s'étaient emplis d'horreur. « Oh ! Oh ! Ce n'est pas là que... » Si, madame Prothero. C'est pendant qu'il était assis là. « Oh !» fit-elle en frissonnant. Le policier continuait son interrogatoire. « Savez-vous que Mr. Redding possédait un revolver ? » « Oui, il me l'avait dit, un jour. »« Avez-vous eu ce revolver entre vos mains ? » Elle secoua la tête négativement. « Savez-vous où il le rangeait ? » Je ne puis être affirmative. Pourtant, je crois me rappeler l'avoir vu sur une étagère, chez lui. N'est-ce pas là que vous le rangiez, Laurence ? Quand êtes-vous allée, pour la dernière fois, au cottage de Mr. Redding ?
Il y a à peu près 3 semaines que je suis allée prendre le thé avec mon mari. Vous n'êtes pas revenu depuis? Non, je n'y allais jamais. Cela aurait fait jaser dans le village. Ça, il n'y a pas de doute, fit sèchement Melket. Mais permettez-moi de vous poser une autre question. Je m'en excuse. Où avez-vous l'habitude de rencontrer Mr. Redding? De nouveau, elle rougit. Il venait souvent chez moi, dit-elle. Il faisait le portrait de Létice. Nous nous retrouvions ensuite dans les bois. Et comme Melket hochait la tête, cela n'est pas encore suffisant, dit-elle d'une voix soudain brisée. Il m'est si pénible de vous dire toutes ces choses. Et, je le jure, il n'y avait rien de répréhensible entre nous. Nous étions des amis. Nous ne pouvions pas nous empêcher de nous aimer. Mrs. Prothero regarda Haydock d'une façon si pressante que cet homme au cœur tendre ne put s'empêcher d'intervenir. « Je crois, dit-il, que Mrs. Prothero en a assez dit. Elle a subi un tel choc. » Le chef de la police approuva de la tête. « Je n'ai plus rien à vous demander, madame, et je vous remercie d'avoir si franchement répondu à mes questions. » Alors, je puis partir? Votre femme est-elle là? Demanda Haydock en se tournant de mon côté. Mrs. Prothero aurait certainement plaisir à la voir. Oui, dis-je. Griselda est là. Vous la trouverez au salon. Anne quitta la pièce en compagnie du docteur et de Laurence. Melket faisait la moue en jouant avec un coupe-papier. L'endormi regardait minutieusement la fameuse lettre. J'en profitais pour leur faire part de l'hypothèse envisagée par Miss Marple. L'inspecteur écouta très attentivement. « Ma parole !» s'écria-t-il. « La vieille demoiselle doit avoir raison. Regardez et dites-moi si, en effet, ces caractères ne sont pas d'une encre différente. La date a été écrite avec un stylo, je le jurerais. » « Naturellement, dit Melket, vous avez examiné ce document pour découvrir les empreintes digitales. À quoi pensez-vous, colonel? Il n'y a pas une seule empreinte sur la note, et celles qu'on a recueillies sur le revolver sont celles de Mr. Redding. Peut-être en existait-il d'autres avant qu'il n'ait commis la folie d'emporter de l'arme dans sa poche. Mais il est impossible de les discerner, maintenant. Au début, l'affaire se présentait plutôt mal pour Mrs. Prothero, fit le colonel tout songeur. Les charges paraissaient être plus contre elle que contre Redding. Il y a bien le témoignage de Miss Marple qui affirme qu'elle ne portait pas d'armes, mais ces vieilles filles se trompent souvent. Je gardais le silence, mais je n'étais pas de l'avis de Melket. J'étais, moi aussi, persuadée qu'Anne n'avait pas de revolver. Miss Marple ne fait pas partie de la catégorie des vieilles filles qui se trompent. Elle possède le don mystérieux d'avoir raison, toujours. Ce qui me semble extraordinaire, dit Melket, c'est que personne n'ait entendu le coup de feu. S'il a été tiré, il n'est pas admissible qu'on ne l'ait pas entendu. Si vous m'en croyez, l'endormi, vous interrogerez la bonne. L'inspecteur se dirigea vers la bonne avec empressement.
À votre place, dis-je, je ne lui demanderai pas si elle a entendu une détonation dans la maison, car elle le niera. Parle-lui d'un coup de venant du bois. Je sais comment m'y prendre avec ces témoins-là, Grognait l'endormi, qui disparut. Voyons, dit Melquette. Miss Marple prétend, elle, avoir entendu un coup, mais plus tard. Il est important que nous fixions ce moment avec précision. Il peut d'ailleurs s'agir d'un coup de fusil qui n'ait rien à voir avec notre affaire. Peut-être, dis-je. Le colonel arpenta la pièce de long en large. Clément, dit-il tout d'un coup, j'ai de plus en plus l'impression que cette histoire est en train de devenir plus embrouillée et plus difficile que nous ne l'imaginions. Tout cela n'est pas clair. Il y a quelque chose là-dessous. Il renifla. Quelque chose que nous ignorons. Nous n'en sommes qu'au commencement, Clément. Écoutez bien ce que je vous dis, cela ne fait que commencer. La pendule, la lettre, le revolver, pour nous, c'est autant d'énigmes. J'acquiesçai, car c'était également mon avis. Mais, continua-t-il, j'irai jusqu'au bout et je saurai le fin mot de l'affaire. Je n'aurai pas besoin de faire appel au service de Scotland Yard. L'endormi est très fort. C'est une espèce de furet. Son flair lui fera découvrir la bonne piste. Il a déjà conduit remarquablement plusieurs enquêtes, mais cette affaire sera son chef-d'œuvre. Oui, je sais bien, il y en a qui feraient appel à Scotland. Eh bien, pas moi. Nous en viendrons à bout ici, dans le Devonshire. Je le souhaite, dis-je, et même, j'en suis sûr. J'essayai de donner à ma voix un accent chaleureux, mais j'avais tellement pris en grippe l'inspecteur que la perspective de son succès ne parvint pas à me rendre joyeux. Un Landormi triomphant serait encore plus odieux qu'un Landormi qui aurait échoué. « Qui habite la maison d'à côté ?» demanda brusquement Melquette. « Celle du bout de la rue ? C'est Mrs. Price Ridley. Quand l'endormi aura fini avec votre bonne, nous irons la voir. Elle a peut-être entendu quelque chose. Elle n'est pas sourde. Je croirais plutôt qu'elle a l'oreille remarquablement fine, si j'en juge par le nombre de scandales qu'elle a soulevés en rapportant ce qu'elle avait entendu, comme ça, par hasard. C'est tout à fait le témoin qu'il nous faut. Tiens, voici l'endormi. » L'inspecteur avait chaud. On eût dit qu'il venait de livrer un dur combat. « Eh bien, monsieur Clément, j'ai trouvé à qui parler avec votre bonne. » Marie est une fille très originale. En tout cas, elle n'aime guère la police. J'ai fait mon possible pour lui inspirer le respect qui est dû à la loi, mais il n'y a rien à faire. Elle m'a tenu tête. Elle ne manque pas de courage, dis-je en me sentant devenir plein de sympathie pour Marie. Peut-être, mais je l'ai bien clouée tout de même. Elle a entendu un coup de feu, un seul. Cela se passait au bon moment après l'arrivée du colonel Prothero. Je croyais que je ne parviendrais pas à lui faire préciser l'heure lorsqu'elle s'est rappelée que le poisson était en retard, ce soir-là, et que le livreur, qu'elle avait attrapé, lui avait répondu qu'il était à peine 6h30. Or, elle venait juste d'entendre la détonation. Évidemment, ce n'est pas très précis, mais c'est toujours une indication.
fit Melquette. Je vais finir par croire que Mrs. Prothero n'est pas mêlée à cette affaire, conclut l'endormi avec une note de regret dans la voix. D'abord, le temps lui aurait manqué. Et puis, les femmes n'aiment pas se promener avec des armes à feu. Elles préfèrent l'arsenic. Non, ça ne doit pas être elle. C'est dommage. Il soupira. Melquette annonça qu'il allait faire un tour chez Mrs. Price Ridley. L'inspecteur approuva. « Me permettez-vous de vous accompagner ?» demandai-je. Je commence à m'intéresser sérieusement à cette histoire. On me l'accorda volontiers et nous partîmes. Comme nous passions la barrière, nous entendîmes de grands cris. C'était Denis qui revenait du village et qui courait pour nous rejoindre. « Eh bien !» cria-t-il à l'inspecteur. « Que dites-vous des empreintes que je vous ai montrées ?»« Ce sont les pas du jardinier, » répondit tranquillement l'endormi. « À moins que ce ne soit ceux de quelqu'un qui ait mis des chaussures du jardinier. » Mais non, c'est invraisemblable, dit l'inspecteur d'un ton tout à fait décourageant. Mais il en fallait davantage pour décourager Denis. Il brandit 2 allumettes brûlées. « Je les ai trouvées à la porte du presbytère, » dit-il. « Merci, » dit l'endormi en les mettant dans sa poche. C'était fini sur ce chapitre. « Est-ce que vous n'arrêtez pas oncle Laine ?» reprit Denis par manière de plaisanterie. « L'arrêter ? Pourquoi ? » demanda l'inspecteur. « Dame, n'y a-t-il pas un tas de présomptions contre lui ? Demandez plutôt à Marie. La veille du crime, il souhaitait que le colonel Prothero disparût de ce monde. N'est-ce pas, oncle Laine ? Mais déjà, l'endormi me lançait un regard chargé de soupçons et je sentis un frisson parcourir tout mon être. Denis est vraiment ennuyeux. Il aurait dû se rendre compte qu'un policier n'est pas souvent un humoriste. « Ne faites pas l'imbécile, Denis, » dis-je avec quelques irritations. Le pauvre garçon ouvrait de grands yeux. « Mais bien sûr que c'est une blague, » finit-il par dire. « Oncle Laine a seulement dit que celui qui ferait disparaître Prothero rendrait au monde un fameux service. »« Ah ah !» fit l'inspecteur. « Je commence à comprendre ce qu'a voulu dire votre bonne. » Les domestiques aussi ont rarement le sens de l'humour. En mon fort intérieur, je pestais contre Denis. Quel besoin avait-il de rappeler ce propos ? Avec ça et l'histoire de la pendule, je serai à jamais suspect aux yeux de l'endormi. « Venez donc, Clément, » dit Melquette. « Où allons-nous ? Puis-je vous accompagner ? » interrogea Denis. Je répondis vivement. « Non. » Nous le plantâmes là. Il nous regarda partir d'un air malheureux. Nous arrivâmes bientôt devant l'habitation, si propre et si nette, de Mrs. Price Ridley. L'inspecteur frappa, puis sonna d'une façon que je qualifierais volontiers d'officielle. La bonne, une jolie fille, parut sur le seuil. « Mrs. Price Ridley est-elle chez elle ?» s'informa le colonel. « Non, monsieur. » La bonne prit son temps, puis... « Elle est justement partie au commissariat,
C'était assez inattendu. Comme nous retournions sur nos pas, Melket me prit par le bras et me dit à mi-voix. Pourvu qu'elle ne soit pas allée s'accuser d'avoir tué Protero, celle-là, il y aurait quoi de devenir fou? Chapitre 13. Au bout du fil. J'aurais été plutôt surpris qu'une telle idée ait pu venir à l'esprit de Mrs. Price Ridley. Tout de même, je me demandais ce qui avait bien pu la conduire au commissariat. Allait-elle apporter à l'enquête un témoignage décisif? Nous allions le savoir bientôt. À notre arrivée, nous trouvâmes Mrs. Price Ridley en conversation animée avec un agent qui paraissait tout décontenancé. On pouvait deviner son indignation au seul tremblement du nœud de son chapeau. Mug Benham, la ville voisine, a la spécialité de ces chapeaux de vieille. On peut les percher facilement sur le sommet d'un édifice de cheveux, équilibrés, ils sont par les larges nœuds du ruban. Griselda me menace toujours d'acheter un de ces galurins. En nous voyant, Mrs. Price Ridley mit un frein au flot de ses paroles. Mrs. Price Ridley, sans doute, s'enquit le colonel en soulevant son chapeau. J'intervins. Permettez-moi, madame, de vous présenter le colonel Melket, qui est, comme vous le savez, le chef de notre police. Mrs. Price Ridley me regardait assez sévèrement et esquissa un sourire qui voulait être gracieux à l'adresse de Melket. Nous venons justement de chez vous, expliqua celui-ci. Et l'on nous a dit que vous étiez descendu jusqu'ici. Mrs. Price Ridley se remit à parler d'abondance. Ah, dit-elle, volubile, je suis contente qu'on ait enfin consenti à accorder un peu d'intérêt à tous ces événements. C'est une honte, une véritable honte. Certes, il ne fait doute pour personne, je pense, que le crime soit, en effet, une honte, et pourtant, ce n'est pas l'épithète qui viendrait d'abord à l'esprit pour le qualifier. Je remarquai que Melket était pareillement surpris. « Avez-vous quelque lumière sur le drame ?» dit-il. « Ça ?» répondit Mrs. Price Ridley. « Ça, c'est votre affaire, c'est l'affaire de la police. Pourquoi payons-nous tant d'impôts et de taxes? Je vous demande un peu. » Qui saura jamais combien de fois cette question-là peut être posée dans une année? « Je vous assure, madame, dit Melket, que nous faisons de notre mieux. »« Vous faites de votre mieux, mais cet homme-là, elle désignait l'agent, n'en avait même pas entendu parler avant que je ne lui en parle moi-même. » Mrs. Price Ridley était indignée. Du regard, nous interrogeâmes le policier. « Cette dame a été appelée au téléphone, dit-il. Si j'ai bien compris, on lui a tenu des propos obscènes. » « Je crois que je commence à comprendre, fit Melket. Nous sommes en plein quiproquo. Vous êtes venu porter plainte, n'est-ce pas? Melket est un sage. Il sait que lorsqu'on se trouve devant une dame entre deux âges et en colère, il n'y a qu'une chose à faire, l'écouter. Et quand elle a fini de dévider son rouleau, alors, peut-être, consentira-t-elle à vous écouter à son tour. Mrs. Price Ridley était lancée. « Des choses pareilles ne devraient jamais arriver, » s'écria-t-elle. « Être appelée au téléphone pour s'y entendre insulter dans sa propre maison? Oui, insulter. Je ne suis pas habituée à ça. Mais depuis la guerre, il y a un tel relâchement dans les mœurs. Personne ne fait plus attention à ses paroles. Quant aux vêtements que l'on ose porter... » C'est tout à fait mon sentiment, coupa Melket. Mais qu'est-il donc arrivé?
Mrs. Price Ridley reprit sa respiration. Ce fut pour repartir de plus belle. On m'a demandé au téléphone. Quand? Hier après-midi. Ou plutôt, non, c'était hier soir, pour être tout à fait exact. Il était peut-être 6h30. J'allais à l'appareil sans me douter de rien. Et, tout de suite, j'ai été grossièrement interpellée. On m'a menacée. Mais que vous a-t-on dit exactement? Mrs. Price Ridley rougit. Ce qu'on m'a dit, je me refuse de le répéter. Des paroles obscènes, ronchonna l'agent d'un air grave. Voyons, madame, des paroles grossières vous ont-elles été adressées? Insista le colonel. Ça dépend de ce que vous entendez par grossier. Avez-vous compris ce que l'on disait? Questionnai-je à mon tour. Mais naturellement, j'ai compris. Alors, observai-je en souriant, ce ne pouvait pas être un langage grossier. Mrs. Price Ridley me regarda d'un air courroucé. Une personne bien élevée, expliquai-je, est absolument incapable de saisir quoi que ce soit à des propos orduriers. Il ne s'agit pas de propos de ce genre. D'abord, je puis bien l'avouer, je me suis laissé prendre. Je croyais entendre une communication ordinaire. Puis, tout à coup, la personne est devenue injurieuse. Injurieuse? Oui, injurieuse, très injurieuse. J'étais effrayée. Des menaces alors? Oui, et je ne suis guère habituée à entendre des menaces. Mais de quoi vous menaçait-on? De coups? Non, c'est-à-dire... Il me semble, madame, que vous pouvez vous décider à être plus explicite. Allons, dites-nous comment vous avez été menacée. Mrs. Price Ridley s'obstinait à ne pas répondre clairement. Je ne m'en souviens pas très bien. J'étais tellement bouleversée. Mais à la fin, ce misérable, il a éclaté de rire. Avez-vous remarqué, au moins, si c'était une voix d'homme ou de femme? C'était une voix contrefaite. Je ne puis mieux la définir qu'en disant qu'elle était déguisée. Par moments rude et à d'autres moments aiguë. Une voix bien étrange. On a voulu vous faire une farce, conclut le colonel d'un ton bonhomme. Mais c'est criminel! J'aurais pu avoir une attaque de nerfs! Eh bien, nous allons nous occuper de ça. Inspecteur, je vous charge de chercher l'origine de ce coup de téléphone. Et vous, madame, encore un mot. Vous ne pouvez vraiment pas nous faire savoir ce qu'on vous a dit? Il était visible qu'un combat se livrait dans la poitrine opulente de Mrs. Price Ridley. La dissimulation l'emporterait-elle sur la vengeance? Ce fut la vengeance qui triompha. Cela ne sortira pas d'ici, naturellement, commença-t-elle. Vous avez notre parole. Cet individu m'a dit... Ah! J'ai de la peine à vous répéter ça. Bien sûr, dit Melkett d'un ton encourageant. Il m'a dit... Vous êtes une vieille colporteuse de scandales. Vous entendez bien, colonel Melkett? Une vieille colporteuse de scandales. La voix a ajouté... Cette fois, vous êtes allé trop loin. Scotland Yard est à vos trousses pour diffamation. Évidemment, vous avez eu peur, dit encore Melkett en mordillant sa moustache pour réfréner un sourire. Mais Mrs. Price Ridley continuait de faire parler la voix. Si vous ne consentez à tenir votre langue à l'avenir, vous pouvez vous attendre au pire. Ce qu'il m'est impossible de reproduire, c'est l'accent menaçant de ses paroles. J'eus tout juste assez de force pour demander presque à voix basse comment cela tenait. Mais qui êtes-vous?
La voix répondit « Le vengeur !» Je ne pus réprimer un cri. C'était terrible, n'est-ce pas? Et pourtant, là-bas, au bout du fil, l'inconnu riait. Oui, je l'entendais rire. C'est tout. J'ai demandé à la poste quel numéro venait de m'appeler, mais, naturellement, il n'en savait rien. Vous les connaissez, à la poste, toujours désagréables. Ah, pour ça, oui, fis-je complaisamment. Je me sentais très mal, continua Mrs. Price Ridley. Très mal et très nerveuse, à tel point que lorsque j'ai entendu ce coup de fusil dans les bois, je n'ai pas pu m'empêcher de sursauter. Vous voyez dans quel état ils m'ont mise? Vous avez entendu un coup de fusil? Demanda l'endormi intéressé. Dans l'état d'énervement où j'étais, j'ai eu l'impression d'un canon qui éclatait. J'ai poussé un cri et je suis tombée sur le sofa, absolument prostrée. Clara a dû me donner un verre d'eau de vie de prune. C'est honteux, dit Melquette. Honteux. Mais ce coup, il vous a paru très fort, comme s'il avait été tiré tout près. Vous savez, j'étais tellement ébranlée. Naturellement, naturellement. Et quelle heure était-il? Dites-nous cela, pour que nous puissions retrouver la trace de votre appel. 6h30, à peu près. Vous ne pouvez pas être affirmatif sur ce point. La petite pendule sur ma cheminée venait de sonner la demie, et j'ai même fait cette réflexion. Tiens, cette pendule est sûrement en avance. C'est son habitude d'avancer. J'ai voulu comparer avec l'heure de la montre que j'ai sur moi. Celle-là indiquait 6h10. Mais en la portant à mon oreille, je me suis aperçue qu'elle était arrêtée. Je me suis dit, si la pendule est en avance, j'entendrai sonner la demie au clocher, dans un moment. C'est là alors que j'ai été appelée au téléphone et je n'ai plus pensé à regarder l'heure. Mrs. Price Ridley avait parlé tout d'un trait. Elle s'arrêta, essoufflée. « Bon, dit Melquette, nous allons nous occuper de votre affaire. Soyez tranquille. » Dites-vous qu'on a voulu vous faire une farce, dis-je, et ne vous tourmentez pas outre mesure. Elle me jeta un regard sévère. Pas de doute, Mrs. Price Ridley se souvenait encore du billet d'un livre. Il s'est passé dans ce village, ces derniers temps, des choses bien surprenantes, dit-elle encore en s'adressant à Melquette. Des choses très étranges. Le colonel Prothero allait tirer tout cela au clair. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé, au pauvre homme? Ce sera peut-être mon tour la prochaine fois. Sur ces mots, elle partit en secouant la tête tristement. Melquette me glissa tout bas. Nous n'aurons pas de chance. Puis, sa figure devint sérieuse et, du regard, il interrogea l'inspecteur. Avec beaucoup de dignité, l'endormi hochait la tête. Nous voilà à peu près fixés, finit-il par dire. Ainsi, 3 témoins ont entendu ce coup de feu. Reste à savoir qui l'a tiré. Mr. Redding nous a retardés avec ses aveux. Il existe plusieurs autres indices que je n'ai même pas pris la peine d'examiner tellement j'étais convaincu que c'était lui le coupable. Tout est à recommencer. La première chose à faire va être de retrouver la trace de ce singulier appel téléphonique. Celui de Mrs. Price Ridley? L'inspecteur fit une moue. Mais non! Notez qu'il est préférable d'établir un rapport pour celui-là aussi. Sans cela, la vieille viendra encore nous embêter. Non, je voulais parler de la communication vraiment extraordinaire qu'a reçue le pasteur. Oui, dit Melquette, c'est très important. Ensuite, nous rechercherons ce que chacun faisait, ce soir-là, entre 6 et 7 heures.
chacun à Old Hall et même chacun dans le village. Je m'exclamai. Quelle énergie il va nous falloir, inspecteur? J'ai toujours aimé les tâches difficiles, dit sentencieusement l'endormi. Et il ajouta. Nous allons commencer par prendre note de votre emploi du temps, Mr. Clément. Mais très volontiers, dis-je. J'ai été appelé au téléphone vers 5h30. Était-ce une voix d'homme ou une voix de femme? Une voix de femme. Du moins, j'ai eu l'impression que c'était une voix de femme. Évidemment, j'ai cru que c'était Mrs. Abbott qui parlait. Vous n'avez pas reconnu la voix comme étant celle de Mrs. Abbott? Non, je ne l'ai pas reconnue. En effet. Voyez-vous, l'idée ne m'est même pas venue de chercher de qui il s'agissait. Et vous êtes parti aussitôt? Oui. À pied? Vous n'avez pas de bicyclette? Non. C'est bien. Vous avez mis combien de temps? Il y a 2 miles environ, par n'importe quel chemin. Mais le plus court est par les bois de Old Hall. C'est le plus court, en effet. Mais ce n'est pas le meilleur. Je suis allée et revenue par le petit chemin, à travers champs. Le sentier qui débouche en face de la barrière du presbytère? C'est cela même. Et Mrs. Clément? Ma femme était à Londres. Elle est rentrée par le train de 6h50. Cela suffit. J'ai vu votre bonne. J'en ai donc terminé avec le presbytère. Je vais continuer par Old Hall. Je tiens aussi à avoir un entretien avec Mrs. Lestrange. Elle est allée voir Prothero la veille de l'assassinat. C'est curieux, cela. Il y a beaucoup de choses bizarres dans cette affaire. J'en tombais volontiers d'accord. Un coup d'œil à la pendule m'avertit que l'heure du déjeuner était arrivée. J'invitai Melket à partager notre repas à la fortune du pot, mais il s'excusa de ne pouvoir accepter. Il devait aller au sanglier bleu. Le sanglier bleu vous sert de bons repas composés d'un rôti et de 2 légumes. Je pensais à part moi que le choix de Melket était d'un sage, car, après son interrogatoire par la police, Marie ne devait pas être à prendre avec des pincettes.